Salut Arnaud, super content de te recevoir pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. On va parler de deux sujets. Premier sujet, tu t'es lancé dans le développement d'un projet Lighthouse avec la mission de n'utiliser que les outils AWS. Donc on va voir en quoi c'est bien, comment ça marche, et puis voilà, quels sont je dirais les petits trucs que tu as dû mettre en place pour faire tourner le tout. Et puis, début décembre, il y a eu l'événement de AWS, le reInvent AWS, et puis on va peut-être en parler aussi un peu. Voilà, donc welcome dans cette émission. Et puis, écoute, je passe sur la présentation que tu as préparée pour décrire ce premier projet AWS Lakehouse. Hello Stéphane, merci beaucoup pour l'invite. Très content d'être chez Data Nosco. Je vois plein de tes présentations, donc très heureux de pouvoir partager cette expérience. Donc l'exercice, c'est sur ma mission, c'était faire un lakehouse AWS, enfin faire un lakehouse, une architecture lakehouse, mais une fois que tu parles aux architectes d'entreprise, ils disent il faut que ça soit le plus possible AWS managé. Et donc voilà, tu arrives et tu te dis, ok, Databricks, Snowflake, j'ai appris plein de trucs, mais ok, mais c'est pas ça l'exercice en fait. C'est un peu ça, et donc tu dois jongler avec tout ça. Donc, réutiliser l'existant, voilà, sans Ouais, dépasser il y le avait... crayon de la page. Au final, j'ai eu besoin d'utiliser l'existant donc, pour faire le lakehouse. Donc, quand on parle de lakehouse, on va avoir ces trois couches, bronze, silver, gold, avec différents niveaux de maturité des data. Un point d'entrée SQL très simple pour tout le monde et pour le reporting. Et ensuite, un processing, un storage qui sont décorrélés pour réduire le coût à fond. Bon, d'accord. Donc là, bon, tu as exposé, bon, les composants sont assez classiques et connus, hein. Bon, S3, évidemment, a fait parler de lui cette semaine, évidemment, avec, on en parlera un petit peu plus tard. Yes. Glue, voilà, Glue, on en entend parler. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses sur Glue. Ben, peut-être que tu auras des petits trucs à nous dire là-dessus. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette architecture? Je pense qu'elle est assez classique, hein, dans son approche, hein. Ouais, elle est assez classique. Donc, en fait, sur tous les outils, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. C'est un peu ça le truc. Donc, tu dois jongler. Euh, donc, oui, au début, tu as du processing avec Athena qui est un peu, grâce au nouveau système de fichiers, qui va apporter plus de choses. Glue, c'est un peu le classique pour lancer du Spark. On ne voit pas EMR. Je pourrais peut-être en parler après. Donc, voilà, bronze et silver qui sont faites comme ça. Et Redshift, toujours l'immanquable de AWS Ouais. pour faire du processing, pour donner l'accès au SQL. Mais donc, avec l'architecture Lakehouse, qu'on commence déjà à pousser le plus possible parce que c'est quand même compliqué à manager, c'est efficace, mais un peu cher. D'accord. Et donc, tu as respecté les trois couches assez classiques, bronze, silver, gold, à Yes. la lettre, ou tu as un peu jonglé autour de ça? Alors, on jongle toujours un peu parce que, par exemple, si tu as des données qui sont dans Redshift avec un existant, en fait, à partir du moment où tu as certaines données, il y a une couche silver, par exemple, une certaine table de la couche silver qu'on ne pouvait pas enlever de la couche de Redshift. Et donc, finalement, tu te retrouves avec une couche silver et ça absorbe un peu certaines choses. Ça fait migrer de la couche silver dans Redshift. À l'inverse, si tu peux avoir des tables gold dans Glue ou Athena, avec un accès avec Redshift Spectrum qui va taper là-dedans, ça réduit le coût de ton Redshift. Donc, à des moments, tu es obligé de faire des petites concessions. C'est jamais, c'est jamais si clair la division bronze, silver, gold. D'accord, T'essayes de donc faire comme ça, mais hmm. c'est dicté par le coût aussi? Voilà, c'est combien ça Euh, coûte, aussi, ou pas? la dette technique, en fait, il y avait une table on avait du mal à la sortir de Redshift. Et donc, finalement, à partir du moment où tu joins sur cette table, tu peux pas joindre dans Glue ou Athena, donc dans la couche Silver. Donc, D'accord, finalement, cette table qu'on pouvait pas migrer hors de Redshift à cause de la dette technique, elle fait que tout ce qui est Silver qui touche cette table doit être dans Redshift. Donc, ça va, voilà, c'est pour des problématiques de temps, on va dire. OK, très bien. Non, mais ça se comprend. Écoute, voilà, il y a les best practices, mais parfois on est obligé de tourner autour pour, Ouais. correspondre au use case qu'on veut mettre en place, quoi. Mm. D'accord. Alors, voilà, tu as préparé quelques autres Yes. slides. Tu es maître du changement. Merci Stéphane. Donc la couche, on dit qu'on décorrèle un peu les deux, donc la couche stockage et la couche compute. Donc la couche stockage, c'est assez simple. En fait, les deux sont très peu chers, que ce soit S3 ou Redshift, avec les nodes
RA3 de Redshift ou même en serverless, tu vas payer un stockage qui est vraiment pas cher des deux côtés. Par contre, la grosse nouveauté des Lakehouse, c'est les formats Delta et Iceberg. Donc nous, on est parti sur Iceberg parce que sur AWS, c'était bien mieux, bien plus utilisé et utilisable. Par contre, c'est une implémentation custom de Iceberg. Maintenant, on doit préciser si c'est custom ou si c'est pas custom, vu qu'AWS, depuis le reinvent, a ramené sa couche native AWS, quoi. Ouais, ça fait grand débat ça, d'ailleurs on en parlera un petit peu plus tard Yes. effectivement parce que c'est, chacun y va de son iceberg. Alors ça rajoute de la confusion. Ça rajoute de la confusion, il y a de la confusion dans tous les sens. Mais au final, il y a un truc où j'ai été étonné avec Iceberg, c'est que ça n'a pas rajouté des choses sur notre couche, sur l'automatisation. Je me suis dit que ça allait simplifier beaucoup l'automatisation, mais en fait, dans Glue, on était habitué à supprimer les données et à rajouter des données, et tu n'as pas besoin de faire de transformation un peu originale, ou très peu. Tu supprimes et t'ajoutes. On était beaucoup en append, et donc toute cette couche d'update ou de delete qu'on peut faire beaucoup plus simplement avec Iceberg, en fait, c'était pour les actions manuelles. Quand tu Ouais. rajoutes une colonne, tu peux update toute ta table et boum, en 5 minutes, c'est fini. On n'avait pas à, avec Glue, on supprimait toutes les données, on rechargeait tout. C'était une horreur. D'accord. Voilà. Rappelle-nous un petit peu le contexte métier. Donc c'est, pour faire de la collecte de logs aussi, hein? C'est collecte de log, ouais, c'était les données de Google Analytics. Donc migration Google Analytics de GAUA, Universal Analytics ou GA360 à GA4. Ouais, d'accord. Donc complet changement des data models. Et voilà, et donc refacto complet de tout ça pour que côté métier, ils aient toujours la même data et qu'ils ne se rendent même pas compte que la data ait changé. D'accord, donc c'est le back-end, les modèles que tu changes et le Yes. reporting doit rester, identique, hein? Ouais, identique, tout en sachant qu'en fait, on avait énormément de surprises. Et donc, ces updates et ces backfills qu'on a dû faire à répétition étaient très nombreux. Et franchement, j'ai été sauvé par Iceberg. Au début, c'était hyper long pour recharger tout. Et dès que j'ai mis en place Iceberg, je pouvais envoyer au métier dès qu'ils me demandaient de faire quelque chose, update, delete, backfill. Enfin, j'essayais de même pas backfill, juste faire l'update de la colonne qui changeait. Et boum, ça allait, quoi. OK, donc bon, un premier témoignage, positif sur Iceberg finalement. Ah, super positif, ouais. Et il y a quelque chose, finalement, on n'a pas été très impacté, mais il y a énormément d'optimisation sur Iceberg. Enfin, énormément. Il y en a beaucoup. Euh, Par exemple, quand tu deletes tes data ou quand tu modifies tes datas sont pas modifiées en fait. C'est juste que ça rajoute une nouvelle couche de fichiers. Donc, c'est beaucoup plus rapide et tu fais ton delete après. Ouais, Tu peux organiser tes datas aussi. Tu peux les order pour que le parcours soit plus simple. d'accord. Euh, Mais en fait, ça, en tant que data eng, quand tu as des process, enfin, quand tu attends tes data pendant 8 heures, ok, c'est cool, on a fait peut-être x10 sur un tout petit truc de 1 minute, mais en fait, on s'en fout. Ouais. Donc, toute cette couche de performance, souvent on en parle, on dit c'est waouh, mais en vrai, c'est pas si waouh que ça. Quels sont les volumes dont on parle ici, sur ce use case? J'ai envie de dire, on n'était pas beaucoup, on manipulait des gigas tous les jours. Bon, d'accord. OK, donc un projet traditionnel, Ouais, des dizaines de millions de lignes. À une OK. époque, on aurait dit ça, des dizaines de millions de lignes. Oh, ça commence à faire beaucoup, mais là maintenant, bon, t'as des gens qui diraient lambda, DuckDB, et voilà, et c'est parti. D'accord, Peut-être, mais voilà, on n'en est pas encore là. d'accord. Parce qu'on dit que Iceberg, c'est plutôt effectivement pour traiter des grosses volumétries, que c'est pas Mm. forcément bon pour traiter des petits fichiers ou que ça rajoute un petit peu de 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 l'overhead, en fait. Toi, tu as pas remarqué ça particulièrement ou, oh, bah, Non, c'était pas le sujet de prendre le chrono en main et puis de compter, quoi? chaque processing, il durait moins de 5 minutes. Ouais, OK. Donc, on était souvent avec Athena autour de 1 minute, autour de Glue, peut-être autour de quelques minutes. Et donc, à partir de là, ok, tu peux peut-être gagner beaucoup, mais tu es en train de changer toute ta stack et tu as les architectes ou les développeurs qui disent, bah attends, on n'a jamais fait comme ça. Enfin, donc voilà, c'était déjà super suffisant. Et donc, tu peux faire du SQL partout, ça va vite, c'est simple d'utilisation, tu n'as pas de breaking change, D'accord. tu avances, quoi. OK, très bien. OK et tu auras certainement l'occasion de tester les tables S3 Iceberg, enfin les tables S3, puisqu'elles seront, elles sont disponibles en preview, je crois, mais voilà, tu seras, au cœur même du système pour les tester, en fait. Alors, je sais pas si j'ai envie. On verra ça après, mais D'accord, je sais pas si j'ai vraiment envie. OK. Et donc, Redshift aussi intéressant. Ça fait longtemps maintenant, mais
et ils sont toujours en train d'investir dessus, tu peux te connecter vraiment à tout AWS depuis Redshift. Donc, Non, ça ouais, devient, c'est plus un point de processing, c'est un point d'accès à la data. d'accord. On en entend moins parler, il y a moins de buzz et effectivement, le buzz est cannibalisé par Snowflake, Databricks, un peu BigQuery et encore. Et puis l'AI, donc, mais Redshift passe à l'as Ouais. souvent, mais c'est certainement de très bonne techno, hein. Certainement, enfin bon, on va voir ça, hein, on va voir ça pour la partie reinvent. Ok, Alors, next. Le processing, c'est un peu le nerf de la guerre. Là, tu vois, il y a pas mal de rouge. Il y a du rouge partout. Il n'y a pas un seul outil qui est bien. Donc, je te parlais d'Athena. Athena, avec du SQL, on arrive à faire beaucoup de choses. Super pratique pour l'exploration, euh, pour les data analysis, les data eng, même pour moi. Dès que j'avais un problème, avec Athena, je pouvais accéder à toutes mes données. Pour faire du processing, c'était super cool aussi. T'as pas de machine à gérer, c'est 5 $ le terrain scanné. Sur des dizaines de gigas, voire des centaines de gigas, ça coûte jamais cher. d'accord. C'est rapide, ça fait du processing en local, c'est-à-dire que si tu veux un certain nombre de colonnes, sur un certain nombre de partitions, il prendra que ça. Et je pense que le premier processing, il est fait sur Athena, le map. Le premier map et le premier reduce. D'accord, Euh, Ensuite, au bout d'un moment, il faut rentrer les choses en mémoire, mais donc il y a un côté hyper rapide si tu as un processing qui peut être fait en un map reduce, je pense. d'accord. Par contre, tu as tellement de limitations. Tu as des machines qui sont limitées par account. Donc, si tu as d'autres gros process qui tournent, tu vas peut-être avoir des limitations. Bon, c'est limité à 30 minutes, mais si tu fais une requête de 30 minutes, il faut vraiment que tu changes de métier. Non, peut-être pas, mais il faut vraiment peut-être penser à autre chose. À des moments, j'avais des requêtes, à force de faire des jointures, ils perdaient le compte dans le query engine. D'accord. Ah, ça ressemble à des limites plutôt administratives, en fait, de gestion du compte autour de la techno. C'est ça? Ouais, c'est sûrement à cause du hardware qui te donne, qui est pas forcément foufou par rapport à d'autres trucs que tu peux scaler comme EMR ou Glue. D'accord. Le contrôle, là, tu as un truc vraiment clos par account. Et Ouais, en d'accord. plus, le query engine n'est pas aussi bon que Spark, je pense. OK. Et Donc donc, ça ressemble plus à une sorte, c'est le système qui semble être bridé administrativement yes, pour, bah, offrir de la puissance à tout le monde, de manière régulière et donc tu es yes. obligé de te limiter toi-même. Mais la techno pourrait dépasser cette limite si elle était utilisée autrement dans un autre contexte peut-être? Ouais. Ouais, la techno pourrait être optimisée. Déjà, on était limité à 100 partitions. Donc, 100 partitions, D'accord. si tu as une partition par jour, c'est 3 mois. Mais voilà, c'est parce qu'on était sur Iceberg. Ensuite, ils te donnent pas beaucoup de ressources, mais en même temps, ils te les donnent pour tellement pas cher que, à la limite, c'est OK. Et ça répond à Voilà. la plupart des besoins. Et donc voilà, c'était super cool, mais à un moment, tu es obligé de scaler. OK. Bon, bah, tu as Et respecté les compromis, hein, en fait, hein. Tu es obligé de ouais, jongler c'est avec ça. les compromis, Faut de du faire, faut faire les compromis, ouais. Mon conseil, c'était tant que tu peux pas, enfin, tant que tu peux utiliser Athena, tu utilises Athena. Dès que tu peux plus, tu passes sur Glue. Et de toute façon, d'accord, tu peux passer ton SQL directement sur PySpark, enfin sur Spark SQL. Donc, à la limite, ta migration, elle est painless. Tu n'as pas besoin forcément de penser dès le début à migrer. d'accord. Glue, c'est complexe, hein, c'est du Spark, donc tu as peut-être des data eng un peu techniquement plus analytics, très SQL qui vont être un peu largués. Tu as le temps de boot. Des fois, ta machine, elle met peut-être 1 minute à démarrer si tu mets plein de choses sur ta machine, si tu as plein de packages que tu veux en plus. En plus, il faut récupérer la data et je pense que ta data, elle n'est pas récupérée par colonne. Normalement, c'est ce que tu peux faire, mais elle est lue sur S3. Le fichier, il est ramené sur Glue et il peut faire le split par partition, mais le split par colonne, il est fait par Spark. D'accord. Et, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué quand je faisais mes imports avec Iceberg. Et au final, on avait une table super large et il mettait 2 minutes à charger la table. Alors ça Et reste 2 minutes, ça reste pas beaucoup, mais ça dépend comment c'était fait avant, c'est oui, voilà, c'est ça. ça dépend. Si tu compares ça à un truc qui processe tout de suite et qui en 1 minute peut te donner une réponse, 2 minutes de boot pour récupérer des datas, ok, c'est pas grand-chose. En vrai, on aurait pu les attendre. Mais si c'est pour payer plus cher, parce que c'est plus cher quand même, Glue, attendre un peu plus et avoir plus de complexité, bon, ça faisait beaucoup. Par contre, processing de Spark, et donc le query plan qui est hyper optimisé, tu peux faire plein d'étapes. Dans Athena, tu fais qu'une requête. D'accord, Là, tu peux enchaîner un peu tes requêtes. À la fin, Spark, il n'en fera qu'une seule, si c'est une action, et il va te donner le résultat. d'accord, d'accord. Donc,
De mémoire, tu as une interface, un peu no code, hein, au-dessus de Glue. Tu peux Ouais, on déployer tes n'utilisait pas trop presets. ça. D'accord. Tu as évité parce que quoi? Parce que ça rajoute pas de bénéfices immédiats, c'est finalement ça va plus vite en mode commande de programmation, c'est ça? Ouais, quand tu es habitué à Spark et qu'en plus tu as ChatGPT, ou Copilot, bah, tu peux pas, enfin, tu as pas envie de te, faire rentrer les trucs dans des cases, quoi. Tu as pas envie D'accord, d'être OK. limité par les cases. Bon, donc tu as squeezé la partie no code, c'était pas, Ouais, jugé utile complètement, sur ce ouais. coup-là. D'accord, Ouais. OK. Mmh. Et ensuite Redshift, donc ça, c'est toujours le gros bousin, un peu cher. Donc ils ont supprimé des choses. Tu as plus besoin de faire tes clés de distribution, tes clés de tri, maintenant elles sont faites automatiquement, donc ça, c'est super cool. Mais faut toujours faire tes vacuums pour ranger, les choses. Bon, comme Iceberg, tu me diras, mais tu sens que tu es limité, ton processing sur certaines requêtes, il va complètement exploser, tu sais pas pourquoi, il te faut un data eng pour aller creuser, il te faut un data eng, peut-être pour regarder le coût, pour, maintenir le coût, à flot. Donc voilà, même malgré ces nouvelles, capacités de gestion des clés, j'ai l'impression que c'est toujours compliqué à maintenir. Il te faut pratiquement quelqu'un pour le maintenir et voilà, et c'est cher en plus. Donc si tu es pas dans cette mentalité Lighthouse depuis le début, où tu peux passer Redshift en serverless, bah, au final, ça va être chiant à manager. D'accord, donc Hem, bon, c'était pas enfin, c'est pas le socle, peut-être avec lequel, tu t'es le plus, amusé, c'est ça? Bah, j'ai dû faire, bon, j'ai fait une migration, Redshift juste au démarrage et j'ai fait un cleaning de Redshift justement. J'aimais bien Redshift il y a quelques années, donc je suis au taquet et je l'ai remis un peu à flot. J'ai fait l'urgence, voilà. D'accord. Ah, il y a eu plein d'annonces. Je j'ai pas fait le zoom détail sur Redshift, Mmh. c'était plus Il y a sur eu pas l'état mal d'annonces, ouais, d'avancement, sur Redshift. mais le produit continue d'évoluer et certainement Yes. vers le mieux, en fait, hein? Ouais, et ouais, ils vendent beaucoup la partie serverless, ça a l'air facile, mais en vrai, le serverless, il est pas si facile parce que des fois, tu as par exemple un outil de reporting pour savoir si ton data warehouse, il est toujours vivant, il va le pinguer. Il va faire des heartbeats ou enfin des pings, quoi. Donc si tu as un ping toutes les 15 secondes, ton Redshift, tu peux pas dormir. Si tu D'accord, as du streaming, bah, tu peux pas dormir. Si tu as du processing la nuit et des business analysts le jour, tu peux pas dormir en serverless. d'accord, Et donc d'accord. finalement, tu es pas en serverless, tu peux réduire les coûts en plus en payant un Redshift au taquet pendant 1 an. Et donc, au final, bah, tu te retrouves à payer un Redshift, plein pot, quoi. Ouais, Enfin, d'accord. Ben, comme une machine. l'optimisation des coûts des systèmes cloud, c'est un vrai métier, hein. J'ai l'impression que Ouais. ça devient hyper pointu, hein? Ouais, ouais, mais chacun a son optimisation. Et Peut-être que tu as d'autres plateformes qui ont simplifié, cette partie FinOps. Mais ouais, AWS, c'est vraiment, tu en as dans tous les sens. OK, d'accord. Next. OK. Allez, pour résumer, mais j'ai trouvé que l'architecture, elle était quand même simple à déployer. Mettre en place Athena, mettre en place Glue, mettre en place Redshift. Et quand tu fais une migration, tu te dis, OK, il va falloir mettre en place l'architecture. En vrai, l'architecture, OK, tu parles avec les DevOps, ils te mettent ça en place, tu mets des choses dessus, c'est cool, ça va super vite. Mais le problème, c'est pas de migrer les tools. Quand on pense migration, on pense vraiment tool. Le problème, c'est de migrer tout ton existant. Imagine, tu as 100 workflows. OK, tu as mis en place les outils, maintenant, il faut migrer 100 workflows. Et là, en plus, par exemple, avec les couches bronze, silver, gold, c'est-à-dire qu'il faut que tu changes chaque nom de table, chaque code job. Et là, tu as un petit travail de fourmi qui commence à se mettre en place. Et là, tu vas passer du temps. Ouais. C'est ça qu'il faut prévoir. Ouais, c'est pas forcément sur la technologie. La technologie, elle est scalée, elle offre Mmh. ses fonctionnalités, mais de toute façon, tous les projets de migration, c'est pas forcément la joie, hein. On sait que c'est long, compliqué. Quand tu as, quelques dizaines de tables, ça va, mais quand tu en as des milliers, bon, voilà, Mmh. ça devient, hyper lourd. OK. Donc Ouais. c'est pas forcément lié à la techno. Les pains que tu exprimes là, c'est plus, le côté volumineux, Ouais. le nombre de tables qui font que c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Je crois que j'avais vu ça dans une discussion, de DataGen avec, Robin Conquet et Christophe Blefary. Il disait quand même un truc intéressant, c'est que souvent tu commences une migration à cause de problèmes techniques, mais c'est à cause d'une dette technique. Et en fait, si tu avais du temps pour régler cette dette technique, peut-être que tu dirais: «Bah, la migration, elle est pas si urgente». Ouais, mais bien sûr. Mais le truc cool, c'est qu'avec une migration, tu vas avoir du temps pour régler la dette technique. Donc finalement, tu as du temps pour résoudre ta dette technique et c'est pas forcément la migration finalement en tant que telle qui est intéressante, c'est le temps donné pour la dette technique. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à C'est fait. intéressant. Et le problème, je trouve que c'est que quand tu fais une migration, tu as jamais le temps de faire ta migration en entier parce que tu es là pour répondre à un besoin métier.
Et le besoin métier, une migration, c'est de la tech pour de la tech, des fois. Mhm. Et Ouais, donc, une fois que tu as migré tes ETL les plus importants, tes process les plus importants, bah, il y a des ETL qui sont toujours aux oubliettes. Et donc, finalement, tu fais des oubliettes à chaque migration et tu te retrouves avec de plus en plus d'oubliettes, quoi. d'accord. Donc au Donc, final, bon, tu es resté dans ce contexte AWS mm, 100%, donc avec une simplicité d'architecture, ça c'est quand même le point essentiel à noter. Et c'est yes. l'intérêt d'un all-in-one, hein. C'est ça, tu as tous les outils dans un contexte, et donc Ouais. c'est quand même censé simplifier beaucoup la chose. Versus un best of breed où tu aurais dû remplacer un composant par un autre, d'un autre fournisseur, avec des systèmes de sécurité peut-être différents. Mm, Voilà, il faut faire cohabiter et intégrer l'intégration en fait, hein. ouais. Ça, Donc, c'est ouais, un peu là aussi. En fait, tu veux faire une plateforme et tu veux faire une plateforme qui répond à ton besoin à toi, qui est bien pour le futur. Et donc, des fois, tu vas pas prendre le meilleur truc. Par exemple, Databricks ou Snowflake, ça aurait apporté plein de choses, mais tu es en train de rajouter de la complexité pour le futur. Ça se trouve, à AWS, ils vont rajouter tout ça. Et, absolument. et en plus, tu as les architectes globaux qui te disent, bah, nous, on est sur AWS. Et donc, tu fais du AWS parce que t'es pas juste dans ton petit monde à toi. Ouais, non, mais voilà, c'est clair. À un Mm. moment donné, il faut uniformiser Ouais. et le bénéfice, tu l'as peut-être pas immédiatement parce que tu vas buter sur quelques détails techniques, mais sur le Mm. long terme, heu Ouais. tu vas pouvoir prouver que finalement c'était le bon choix, quoi. Ouais. Bah, Databricks, par exemple, c'est hyper orienté data. Donc, c'est normal que pour la data, toi, tu as envie de le prendre. Mais en fait, tu rajoutes de la complexité pour l'entreprise et l'entreprise, elle n'est pas orientée data. Elle est orientée Ouais, dev, peut-être. Et donc, voilà, AWS, ça va être sympa pour le compute. Donc, voilà, faut se rendre compte, faut prendre du recul. T'es pas là pour faire un projet technique, tu es là pour répondre au business et tu es dans une organisation. Et donc, il faut prendre un peu de recul là-dessus. d'accord, d'accord. Mm. Alors là, je vois du rouge, attention, qu'est-ce que qu'est-ce que tu Alors, veux devenir? ouais, et sur le futur, en fait, je trouvais que AWS, c'était pas une plateforme très unifiée. Genre Databricks ou Snowflake, ils ont vraiment pensé une plateforme unique. Sur AWS, par exemple, tu as EMR, Athena, Glue. Tu as l'impression qu'ils font un peu la même chose. Des gros fichiers, du big data avec du SQL ou du Spark. Ok, tu prends lequel? Et t'as pas une plateforme unifiée. Ouais, d'accord. Et donc, les points d'attention, c'est que euh, donc qui un peu prépare le reinvent, hein, et c'est que tout ce qui est data catalog, ça arrive vraiment vite et tu vas avoir de la Gen AI partout. Ouais, c'est clair. OK. Donc alors bon, AWS, ils ont le truc, incroyable, c'est qu'ils ont une puissance de feu incroyable, Yes. hein. Quand tu, enfin Reinvent, je crois, on va en parler d'ailleurs. Est-ce que je peux Vas-y, changer vas-y. de présentation? Alors attends, on switch sur, la suivante. Voilà. Reinvent, si j'ai bien lu, c'est 65 000 personnes. Ouais, 65 000 ouais, personnes, c'est c'est un énorme. évén ah ouais, c'est géant. Et puis rien même qu'en France, le dernier AWS Summit, j'ai eu l'occasion d'y aller, ce sont des villages, c'est tout un écosystème incroyable. Et là, il y a une puissance de feu, mais phénoménale. Et tu te dis Mm. que s'il manque une features, c'est pas grave, elle va sortir. Peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 3 mois. Ouais, Et ouais, et ouais. là, je pense que quand tu es un client final, tu te dis quand même, ils ont cette puissance de roadmap, de sortir des fonctionnalités comme ça, quoi. Il Mm. suffit de le décider. Donc, 65 000 personnes, Reinvent. J'ai fait un zoom personnel sur tout ce qu'on avait dit sur les tables S3, mais tu as fait un petit exercice sympathique de Yes. récapituler l'ensemble des fonctionnalités sorties. Yes. Ah, donc j'ai récapitulé l'ensemble de ce qui était sorti pour les data eng, mais je me suis vraiment focalisé sur la partie data eng. OK. Je crois que la breaking news, c'était ils ont sorti des nouvelles chips un peu pour aider, tu as des clients, je pense à Miracle par exemple, ils aimeraient bien avoir les dernières chips de Nvidia avec Databricks, sauf que bah, en fait, tu as une rupture de stock chez tous les cloud providers. Donc Ouais. ces dernières chips, elles sont aux États-Unis. Ouais, bah, c'est ça, tu Et, vois? C'est ça cette puissance de feu, c'est pas que et le donc voilà, ils software, arrivent et ils disent, c'est pas que la data, mais c'est les LLM, c'est les chips, c'est ça, hein, c'est tout un ouais, le hardware, quoi. Donc ouais, moi je me suis focalisé sur la partie data eng. Et la partie data eng, c'est les S3 tables. absolument. Ça a fait causer beaucoup. Yes, ça me fait énormément parler beaucoup de monde. Et moi, j'étais là, ok, mais c'est quoi la nouveauté? En fait, on a déjà Iceberg, nous. Donc, mais qu'est-ce que tu nous apportes en plus? Et donc, qu'est-ce qu'ils apportent en plus? Ils apportent des perfs x3, x10, x3 en compute, je crois, x10 en entrée-sortie, peut-être.
en IO, enfin en TPS, je crois qu'il disait. Mais en fait, je réfléchis, je me dis, OK, sur Spark, par exemple, qu'est-ce qui va se passer avec Glue? Tu prends tes datas dès le début et tu les mets dans Glue. Donc, en fait, tu vas avoir x3 sur l'export des datas et l'import des datas à la fin de Glue. OK, mais c'est ton Glue job qui tourne, qui fait le boulot. Donc, ton x3, tu le laisses sur une toute petite partie. Ouais. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul toujours et se dire, OK, mais en vrai, est-ce que ça va m'apporter x3? Non, pas du tout. Et donc, voilà, je suis dubitatif. D'accord. Sur Donc, l'ensemble du process, c'est peut-être pas x3, mais sur ouais, c'est cette ça. Sur partie-là, d'accord. Athena, si tu n'as qu'un map et un reduce, je pense que dans le meilleur des cas, tu vas avoir un x3. Mais dans certains cas, ça se trouve, ça va être un x2. Donc, c'est cool un x2. Mais si tu gagnes x2 sur une requête qui durait 1 minute avant, ça dure 30 secondes. 30 secondes, ça se trouve, c'est le temps que Airflow il passe à la task suivante. En fait, c'est pas, c'est intéressant, hein, mais voilà. Ce Voilà, que c'est ce que, intéressant. ce qu'on peut noter quand même, c'est que il y a une adhésion à Iceberg, donc c'est un Ouais, fournisseur de plus qui est pas le moindre, qui supporte Iceberg. Donc ça, c'est quand même un signe, super positif pour la communauté globalement. Je alors parle pas c'est que de AWS, mais alors ça rajoute peut-être un peu de confusion parce que est-ce que c'est un Iceberg, perso AWS? c'est ça. Heu, mais il faut aussi dire que c'est en mode preview pour l'instant, que c'est une V0 quelque chose, hein, ou une V1 et qu'avec la puissance de feu de AWS, on peut s'attendre à beaucoup mieux encore. Voilà, ouais. Là, le truc que je retiens, moi, c'est surtout que c'est un super bon signal. Euh, mais voilà, enfin, ok, donc ça t'apporte soi-disant des meilleures perfs parce que le hardware il est adapté, du management plus facile avec les vacuums et les optimizations qui sont faits automatiquement. Mais par contre, c'est une couche iceberg AWS et c'est pas le iceberg open qu'on entend. Donc pour l'interconnexion avec les autres outils, si c'est pas Glue, AWS, Athena ou Iceberg ou MR, peut-être que ça va être un peu spécial. Ouais, Euh, mais voilà, comme tu dis, c'est un super bon signal. Ça veut dire qu'ils vont investir c'est sur ces ça. couches un peu lakehouse qui font de la solidité sur du big data. Ouais et puis Ça, c'est- l'autre phénomène, c'est que S3, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est le système de fichiers, universel quasiment, ouais. hein, et il y en a partout et en fait, lier, du Iceberg avec, S3, en termes de déploiement, c'était bien pensé, je trouve. L'idée de capitaliser sur Ouais. S3, tu vois? L'idée d'avoir en plus du matos adapté pour ça, c'est cool. C'est pas juste des fichiers. Ils rajoutent en plus de la puissance de feu là-dedans. Voilà. Et Iceberg en aura peut-être besoin après s'ils veulent rattraper les delta live table ou les delta table où il y a déjà plein de fonctionnalités. Iceberg peut-être est moins mature, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des fonctionnalités qui seraient intéressantes à rajouter, genre Ouais. OpenS, tout le streaming. Et peut-être que cette puissance de feu, ça fera du bien. Ouais, effectivement. Voilà, j'ai vu d'autres commentaires, en disant qu'effectivement, est-ce que S3 devient un lakehouse? Est-ce que c'est pas trop tard versus, les 2 leaders Snowflake, Databricks? Mm. C'est peut-être trop tard, j'en sais rien, mais ça fait monter tout le monde, ça fait monter tout le monde vers le haut quand même. Ouais, ouais, je te rejoins, c'est un peu tard. Euh, enfin, on va le voir avec les autres choses. Voilà, par exemple, là, je te disais, bah, les Delta Tables, c'est peut-être un peu mieux. Et même tous les autres outils, bah, il y a peut-être des choses mieux. Mais voilà, ils sont pas spécialisés data. Faut prendre du recul. En tant que citizen data, nous, on voit le meilleur à côté. Mais on fait partie d'une organisation où, par exemple, si tu peux avoir des chips pour l'IA ou si tu peux avoir des choses pour les devs, bah, Exactement. Ouais. ouais. Ouais, 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 absolument, on est d'accord. GenAI, GenAI is everywhere. Super accent anglais. Donc, tu as de la GenAI qui commence à arriver partout. Tu as Amazon Q pour te faire tes requêtes SQL. Tu peux avoir une description de table dans DataZone. Tu peux faire des explorations dans QuickSight. Tu peux faire des dashboards dans QuickSight. Tout ça avec du langage naturel, c'est super cool. Enfin, ça arrive vraiment chez AWS. Par contre, quand on voit les produits qui sortent côté Databricks, par exemple, bah, peut-être que tu aimerais plus, par exemple dans DataZone, que tu aimerais plus de fonctionnalités, peut-être que tu aimerais des fonctionnalités qui disent très clairement, je peux chercher en langage naturel où est mon chiffre d'affaires, ça va me sortir les tables. Parce que là, je ne suis pas sûr. J'ai pas vu une démonstration comme ça dans les vidéos que j'ai vues. Voilà, il commence la GenAI. Peut-être que il faudra aller plus loin, mais voilà, c'est le début, il y en a C'est le début. partout. Ouais. Et en plus, avant d'utiliser tout ça, les data eng, il y a tellement de boulot à faire. C'est-à-dire qu'il faut que toutes tes colonnes soient bien nommées, toutes tes descriptions soient là, toutes tes tables soient bien nommées aussi. En La bonne vrai, réponse.
Ouais, la gouvernance reste, importante. Alors les C'est autres important, acteurs ouais. ont peut-être un peu d'avance, hein. GenAI, au summit Snowflake, j'ai vu des choses vraiment, vraiment sympas. Tu Ouais. parlais de Databricks aussi qui ont des modules, vraiment super. Donc, alors peut-être que AWS est un peu challenger sur ces sujets-là, Mmh. mais, voilà, encore une fois, puissance de feu, on va voir dans 1 an, quoi. C'est ça, en fait, le coût de migrer à Databricks pour avoir toutes ces fonctionnalités-là, bah, peut-être que ton coût, en fait, si tu avais attendu, ça serait arrivé. Donc, OK, Ouais, ils ont 6 mois de retard, mais c'est le temps de ta migration. Donc, à la fin, OK. tu parlais de gouvernance. Et ben, voilà. J'ai découvert DataZone. Pour moi, c'est l'outil de 2024, mais en fait, il est sorti en 2022. D'accord. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je trouve qu'il parle du Glue Data Catalog tout le temps. Donc, pour moi, Data Catalog AWS, c'est Glue et c'est hyper technique. Et en fait, bah, il y a DataZone qui est sorti en 2022. Tu peux avoir ton Lineage. Ça va parser tes requêtes, si j'ai bien compris, qui peut aller voir partout. Ça te sort ton schéma, tes tables, tes métadatas. Tu peux même avoir un README pour tes tables. Tu peux donc avoir le Lineage. Tu peux souscrire, enfin, un utilisateur peut souscrire à une table. Et côté Data Edge, tu as un mec qui va dire OK, OK pour lui, côté D'accord, DataOps. d'accord, Tu peux même filtrer. Si ton user il a un certain rôle, tu peux dire bah, ce user dans cette table, il a le droit qu'à ses colonnes ou ses lignes, d'accord. pas même sur un fil. Donc on a quand même quelque chose qui est hyper avancé. OK, d'accord. J'ai, commencé à faire des zooms sur des produits open source sur la gouvernance, Mm. donc qui sont censés être utilisables de manière transverse, avec tous les outils. DataZone, voilà, je l'ai mis dans ma to-do list, mais bon, à voir comment ça évolue. Yes, je te rejoins à bas. T'entends un peu de bruit chez moi ou pas? Bah, un petit peu, Ah j'entends merde. un petit baby, qui s'exprime. Ah, c'est les joies de la garde partagée, même avec un bureau sur le côté. Bon, bah, Il c'est y a, comme ça, il y a écoute. toujours des petites joies comme ça. Mm. Donc ouais, DataZone intéressant à creuser. Nous, on va le faire, mais voilà, c'est pas le Unity Catalog, j'ai pas vu Polaris, mais c'est prometteur. D'accord. Bah, la complexité du marché, c'est ça, hein. Tu parlais de Polaris, guidé par, Snowflake, tu as Unity côté, Databricks. Voilà, tu as d'autres projets, Nessie, c'est compliqué d'y voir clair effectivement et cette fameuse interopérabilité autour Mm. de Iceberg, c'est tout ça le débat, hein. Ouais, Voilà, quel iceberg? Quel c'est ça, catalogue? exactement. Mmh. Quand tu vois le Unity Catalog qui est hyper prometteur, j'ai vraiment regardé les vidéos de Databricks aussi. Tu as en petit astérix, ok, mais il faut que ça soit que des delta tables. Ou Bon, avec Uniform, ça arrive, mais et donc tu te rends compte qu'il y a des limitations partout et il va falloir faire attention au format de ta table et parce que sinon elle va peut-être pas être consommée par le data catalog et donc c'est vraiment une grosse préparation pour que ça soit plug and play quoi en fait. ouais, c'est ça. Bon, on est au début de cette histoire et ça va vers le bon, à mon avis. Ça va Yes. dans le bon sens, mais il y a toujours ces problèmes d'interopérabilité, c'est Mm. clair. Euh, je parle même pas de Redshift. Attends, ah, j'ai même pas parlé de Redshift. Mon Dieu. Euh, SageMaker All-in-One. Ça allait aussi un peu avec Redshift, mais niveau SageMaker, ils mettent tout dans SageMaker. Pour comparer, j'ai dit, ils font un Databricks, mais avec les limitations d'AWS. Ouais, Parce que on savait que tu pouvais faire du machine learning avec SageMaker. Tu as plein de fonctionnalités. Tu avais déjà énormément de fonctionnalités machine learning. Tu peux faire de la GenAI maintenant, évidemment, du LLM. Mais aussi, tu peux accéder à toutes tes couches de processing. Donc, tu peux d'accord. accéder à Glue, Athena, EMR, Redshift. Tu peux même accéder à Amazon Q pour t'aider à faire tes requêtes sur le côté. Donc, ils ont vraiment intégré tout ça dans SageMaker. Donc, ouais, ils ont sorti SageMaker Lakehouse pour accéder à toutes les datas de tous les processing. Ouais. Ça, voilà, là, il y a quand même un step, je pense, pour faire rentrer tout ça. Voilà, tu vois, tu parlais tout à l'heure de manque d'intégration un petit peu, bah, c'est ça, Ouais, la réponse est ouais. ici, c'est SageMaker. Là, on sent que. Et ça, c'est cool parce que SageMaker, ça peut être un peu. Enfin, ton processing, il est beaucoup plus facile à manipuler. Tu peux monter des machines assez vite et tu n'as pas forcément la couche Redshift. Donc, si j'ai l'impression qu'ils commencent à amener tout vers SageMaker et ça peut être un beau move. D'accord, d'accord, à Plein suivre. plein de 0 ETL aussi pour amener les data là-dedans. Ouais, le concept zéro ETL, je surveille ça aussi. Mm. Mais je pense qu'avec Iceberg, tout va se précipiter, s'accélérer et on va tous aller vers le haut et vers le mieux, à mon avis. Alors Ok. il y a encore chacun son iceberg, mais c'est l'an zéro de tout ça, donc
Je Ouais. pense qu'il faut se laisser Ouais, un peu de ouais. temps pour voir, On pour a prendre la tellement de choses mesure. qui arrivent avec Iceberg et avec les data catalogues. Ouais, Et ouais, et donc même la couche gouvernance disponible dans SageMaker et tu peux tout faire dans SageMaker. J'ai l'impression, tu peux accéder à DataZone dans SageMaker. d'accord. Finalement, je vais parler de Redshift. Ils en ont énormément parlé avec plein de fonctionnalités 0 ETL, même des connecteurs qui vont vers l'extérieur. Donc hyper intéressant. Mais pour moi, c'est toujours le gros bousin que tu peux pas toujours passer en serverless. Et donc c'est normal. Enfin, les gens, des fois, l'ont pu. En fait, ça intéresse plus. Ça fait des années qu'on attend que ça évolue. Ça évolue un peu, mais pas comme on veut, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Ils investissent toujours à fond. C'est toujours le point d'entrée, enfin, c'est le point d'entrée du Lakehouse pour l'instant, par défaut. Mais voilà, ils font monter SageMaker. Mais au final, voilà, c'est ce que tu disais. Ils ont un peu de retard par rapport aux autres, mais on voit qu'ils progressent sur les couches qu'on attend, donc Lakehouse, Catalog et GenAI partout. Et donc, c'est intéressant. Euh, mais c'est toujours AWS complexe, quoi. Quand ils Ouais, confient l'architecture. d'accord. Mais voilà, ça va dans le bon sens et puis, encore une fois, cette puissance de feu phénoménale qui en Europe peut faire ça, tu vois? Qui, Ouais, voilà, au-delà de Databricks, Snowflake, qui peut renverser tout ce système? Je vois personne. Voilà. ouais, c'est ça. Bah, en fait, où chacun a ses points forts, quoi. Ouais, ouais, exactement. Mais en tout cas, merci Arnaud pour ce briefing, pour ce projet, AWS Lakehouse imposé, que tu as super bien géré et puis pour ce petit débrief, reInvent. AWS Summit France, je ne sais plus à quelle date c'est, mais ce sera intéressant de voir la suite et de voir comment tous ces produits, SageMaker notamment, évoluent et puis comment les tables S3 vont être utilisées et si finalement elles s'ouvrent, à 100% en termes d'interopérabilité avec, la communauté, à suivre. En Ouais, tout cas, je vois ça exactement. d'un bon œil, hein, tout ça. Oui, ça évolue bien, ça évolue dans le bon sens. Euh, c'est peut-être un peu dur pour eux de tout faire évoluer, mais en tout cas, ça évolue dans un très bon sens. Ouais. Ouais, bon, bah, ce sera le mot de la fin. Je Mm. te remercie Arnaud, à très bientôt. On se donne rendez-vous pour, dans un an pour voir comment tout ça a évolué, hein. Tu seras sur, plein d'autres projets, j'imagine encore et Merci Stéphane. Rendez-vous dans un an alors. ça marche. À très On se bientôt. reverra avant, j'espère. Salut. Salut.